Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Ça commence. Retrouvez Andé, animé par Ludovic Gavard. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Handé, l'émission 100% Hand, et ce, pendant plus d'une heure et demie. On parlera de la LNH avec le choc Chambéry-Paris, et c'est l'équipe de Gardan qui s'impose et prend seule la tête du championnat. Il y avait également un gros match entre Ivry et Montpellier, et les hommes de Canaillé l'emportent, emmenés par un Guigou et un Cambrai en forme internationale. On écoutera justement un Michael Guigou suivi de son coach lors de la conférence de presse d'après-match. Et surtout, on va s'intéresser à un choc pour la prochaine journée, un choc Handé. Michael Ilès et son équipe d'Aix-en-Provence s'en vont défier Benoît Perabou et Tremblay. En plus de Benoît et de Michael, Borut Oslak, le demi-centre slovène d'Aix-en-Provence, sera avec nous. Après la LNH, place au débat du lundi. Il portera sur les résultats des équipes françaises en Ligue des Champions. Seul finaliste et vainqueur en 2003, Montpellier fait pas le figure cette année. En plus d'avoir un groupe assez relevé, les Montpelliérains sont diminués dans leur effectif. On sait pourquoi avec l'affaire justement des paris illégaux et quelques suspensions de joueurs cadres. Mais le pire, c'est Chambéry. Chambéry qui a quand même un groupe à leur portée. 4 matchs, 4 défaites. Alors, pour quand une victoire française dans cette coupe? On tâchera d'y répondre avec nos spécialistes. On finira avec l'excellent Sébastien Mangin qui nous fera part et surtout nous fera un point complet sur la 7ème journée de Pro D2. Ça sera vers 9h, 9h15. L'équipe au grand complet ce soir, on récupère Michael Ilès qui n'était pas là la semaine dernière. Bonsoir Mika. Salut tout le monde. Le Tremblaisien Benoît Perabou, toujours au rendez-vous. Salut Ben. Bonsoir à toutes et à tous. Et la voix de Liberté pour les auditeurs LPA avec Stan Aguilar. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Stan. Allez, on va commencer par la LNH avant de recevoir Borut qui devrait arriver incessamment sous peu. On va parler quand même du gros match Chambéry-Paris. C'était un peu le choc de ce début de championnat. Et c'est Paris qui l'a emporté 28-24. Alors le match était télévisé, donc tout le monde a pu le voir. Petite question comme ça. Tout le monde qui a payé. Voilà, tout le monde qui a payé, effectivement, tout le monde qui a payé. Tu fais bien de le préciser. Alors, petite question, Mika et Ben, est-ce que on va revoir Paris? Voilà, c'est un peu la question. Paris a pris les devants. Est-ce que, mis à part peut-être Dunkerque qui est pas loin aussi du classement, mais est-ce que Paris est parti pour être champion? Benoît. Ouais, ils sont pas mal partis, ouais. Ils ont commencé sur les chapeaux de roue. Ils ont déjà battu Montpellier, qui malgré les affaires qu'on connaît étaient au complet. Et ils ont corrigé Chambéry ce week-end de belle façon à Chambéry. Donc, à vrai dire, à part Dunkerque, pour l'instant, on voit mal qui serait capable de s'imposer contre cette belle équipe. Et quand bien même ils auraient des blessés, on peut voir encore que contre Chambéry, un joueur comme Antonio Garcia n'est pas rentré. Donc il y a de la ressource. Ils ont deux voire trois effectifs. Et je pense que ne jouant pas les Coupes d'Europe, ça risque d'être difficile d'aller les chercher cette année. Bon, ce qui est bien, c'est que Chambéry non plus joue pas la Coupe d'Europe. On en reparlera tout à l'heure. Ben, est-ce que tu as pu voir un beau match, vraiment une affiche qui a vraiment tenu toutes ses promesses? Est-ce que Paris fait un beau vainqueur? Non, vraiment, c'était un match très très engagé. Il y a eu une très belle première mi-temps de la part des Chambériens qui ont mis énormément d'intensité, surtout défensive, parce que il faut le rappeler, ils étaient quand même loin d'être au complet. Mais ça n'a pas de tenue puisque toutes leurs dépenses d'énergie ne s'est pas concrétisée. Et en deuxième mi-temps, ils ont buté devant un énorme gardien de Paris, Sierra, qui a fait vraiment le show en deuxième mi-temps et qui a annihilé tout espoir de victoire pour Chambéry. Mais c'est vrai que Paris, comme le disait Mika, là, ils ont vraiment des ressources énormes. On voit qu'Hansen a tenu le match pendant une heure. Le Gardan s'est même privé de Garcia. Voilà, Nicolas Clerc est rentré très peu. Il n'a pratiquement pas fait bouger son effectif. Et les joueurs ont tenu vraiment le match et ont vraiment, vraiment bien maîtrisé cette rencontre. Mais c'est vrai que c'était un match
très très bien au niveau de l'engagement, au niveau de tout ce qu'il y avait autour. Franchement, c'était une belle affiche. Alors, belle affiche, Chambéry qui s'incline chez eux. Est-ce que tu crois, Mika, qu'ils ont laissé échapper une chance de titiller Paris Saint-Germain jusqu'au bout, Chambé? Sans doute, après, comme on l'avait dit en début d'année, peut-être que Paris laissera des points un peu à l'extérieur du fait que c'est une équipe nouvelle en construction. Plus ça va, plus j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas, mais ça peut toujours arriver. Chambéry en championnat reste quand même solide, donc on attend le choc Montpellier-Chambéry pour voir un peu ce que ça va donner, mais bon, moi personnellement, je pense qu'ils auront du mal à rattraper ce match perdu à la maison contre le favori numéro un. Donc ça risque d'être difficile pour eux. Alors, on a vu un bon Samuel Roubien, un 8 sur 9, pour on va dire, son retour après ces quelques démêlés avec la justice. Ça lui a pas trop porté préjudice, on va dire, mais c'est vrai que quand on regarde un peu les stats, hein, Roubien 8 sur 9, Lucas Ballot, 2 pénaltys, 5 échecs au tir, mais on a l'impression quand même que cette équipe, c'est une vraie machine à gagner, Ben. Voilà, un excellent Roubia, là, parce qu'il Ouais. fait 8 sur 9 sans les pénaltys. C'est vraiment que dans le Exactement. jeu. Donc, que ce soit sur attaque placée ou sur montée de balle, il a vraiment été très très efficace. Et le seul tir qu'il rate, je pense que c'est un excès de confiance. Il veut chercher un tir un peu difficile. Mais vu qu'il avait déjà pratiquement tout essayé et tout a marché durant ce match, il pouvait se permettre. Et Alors, c'est vrai que ouais, l'effectif est considérable. Bojinovic aussi a joué comme à son habitude en marchant, mais a été encore des plus efficaces en deuxième mi-temps. Et Hansen, un petit peu moins performant en première, mais décisif en deuxième mi-temps. Et pareil sur Des tirs toutes de les. fou. Pardon? Il sort encore des tirs de fou. Ouais, des ouais. tirs à l'arrêt, poussez-vous, laissez-moi faire. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et puis ils étaient un petit peu en difficulté sur le sol qui leur posait des problèmes. C'était la relation Basic des 13. Et en deuxième mi-temps, ils ont bien réussi à solutionner ce problème. Et du coup, ils ont vraiment emporté le match d'une manière assez conséquente en plus. Bah justement, on a vu, bon, Edin Basic marque 10 buts, mais 6 sur penalty, 4 tirs avec 11 échecs quand même. Est-ce que le fait que Edin Basic comme ça soit un peu en échec au tir, est-ce que justement Chambéry n'a pas la dépendance Edin Basic, Mika? Ouais, complètement. Ils sont complètement dépendants de Basic. Déjà l'an dernier, c'était le cas, mais en Ligue des Champions. Mais bon, on peut considérer cette équipe de Paris comme une équipe de Ligue des Champions. Et dès que le niveau devient vraiment dur, faut rappeler qu'à la base, Edin Basic, c'était un ailier. Donc, c'est devenu un arrière, un demi-centre monstrueux, mais il peut pas jouer tous les matchs à tenir la baraque tout seul. Et de toute façon, aucun joueur ne le peut. Et c'est vrai que dès qu'il est un peu en échec, ils ont du mal pour trouver des solutions de loin. Bon, là, maintenant, il y a le retour de Bičanić qui va faire du bien, mais il était pas encore à fond sur ce match-là. Donc, forcément, une grosse dépendance à Basic à Chambéry. Toujours déçu de la prestation des frères Gilles? Oui, un peu, ouais. Ça reste, mais faut pas non plus trop leur tirer dessus. Ils sont revenus, on l'a vu avec pas mal d'experts, ils sont revenus des JO quand même assez fatigués, ils n'ont pas eu de vacances, ils ont enchaîné, on voit que Bertrand Gilles c'est tout le temps un peu blessé. Ils sont utilisés un peu de manière bizarre. Là, en Ligue des Champions, Bertrand Gilles joue à l'aile, Guillaume Gilles n'est pas trop utilisé en attaque, donc c'est un peu bizarre. Alors, je pense que c'est aussi de leurs propres envies, parce que je pense qu'ils ont quand même une grosse influence sur Mario Cavalli et qui doivent pouvoir s'exprimer comme ils ont envie dans ce groupe, mais ils sont un peu décevants ce début de saison. Mais je pense que quand ils vont avoir eu un peu de repos et que la grosse période de Ligue des Champions va être passée, ils vont s'intégrer à ce groupe et ils vont leur faire beaucoup de bien. Alors Benoît, comme l'a dit Mickaël, Chambéry est un peu dépendant d'Edin Basic. C'est dangereux quand même pour un coach. Si un joueur comme Edin Basic est un peu en dedans, bah, c'est toute l'équipe qui en pâtit, hein. Oui, mais au-delà de la dépendance, c'est que c'était le seul qui pouvait être dangereux de loin. Donc c'est vrai que ces statistiques sont pas très valorisantes, mais c'était le seul qui était capable de tirer de loin, puisque à droite il y avait
Niokas n'était pas présent, donc c'était Panic qui jouait. On sait que c'est plus un joueur de duel et pas spécialement un tireur de loin. Et Nguessan commence vraiment à marquer le pas au niveau physique par rapport à l'enchaînement de toutes ces rencontres de haut niveau. Donc c'était le seul qui pouvait créer du danger. Et donc c'est lui qui a pris tous les shoots, même à en abuser. Mais il était bien obligé d'essayer de tenter des choses pour faire sortir cette défense et pour pouvoir retrouver des solutions un peu plus faciles avec les pivots. Et donc il a usé et même abusé de son tir de loin. Mais c'est vrai que c'était le seul à pouvoir être dangereux sur la base arrière. Donc il a essayé aussi de prendre ses responsabilités par rapport à ça. Et d'où ces tirs un peu dans des situations pas toujours facilitantes et qui lui ont pas permis d'avoir un taux de réussite aussi important qu'à l'habitude. Allez, on va recevoir Borut au Slack dans quelques secondes. Hein, c'est une question de secondes. Il y a juste Stan à faire une petite manip en off pour qu'on puisse l'ajouter à la conversation. Et on va parler quand même de ce match Nantes-Aix-en-Provence, 34-17. Tu le jouais pas justement, Mika. Hein, on va attendre que Borut. Il a gardé des forces pour Tremblay. Voilà. Exactement. Il va être fringant. Alors t'étais suspendu justement pour ce match-là. Tu vas être tout frais pour mercredi. Voilà, je me suis réservé exclusivement pour aller jouer à Tremblay. Je sentais que Nantes, ça allait être un match difficile, je voulais pas y aller. Allez, on a prévu justement une stricte sur toi, Mika, parce qu'on sait que tu vas être en jambes. Allez, on reçoit Borut. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors comme le disait, Aix-en-Provence s'est incliné lourdement sur le terrain nantais, 34-17. Par rapport aux autres matchs, Borut, on a l'impression que celui-là, vous l'avez un peu lâché dans les têtes. Oui, non, c'était vraiment dur pour nous parce qu'on n'a pas joué très bien, mais je pense qu'on n'a pas lâché à tout. Je pense que nous avons eu une journée très mauvaise. Et voilà, ça s'est passé. Je pense que ça ne va pas passer encore après à l'avenir. Alors, comment expliquer que Aix-en-Provence n'a marqué que 17 buts alors que d'habitude vous tourniez quand même un nombre de buts raisonnable? Oui, parce qu'ils ont joué en défense très agressive. Et vraiment, on a perdu beaucoup de ballons en attaque. Et voilà, ça a été pénible vraiment. Et avant, nous avons joué très bon en attaque, mais cette fois-ci, non. Ça a été vraiment mal pour nous. Et voilà, je pense que la réponse, c'est ça. Michael? Ouais, Borut, d'habitude, les défenses agressives, ça nous réussit plutôt. Alors, comment tu expliques que cette fois, on n'a pas réussi à jouer? On est plutôt en difficulté en général sur les défenses qui sont alignées. Et quand les défenses sont hautes, on trouve plus de solutions. Avec toi, qui as des gros appuis, Boris aussi, et les pivots qui bougent beaucoup. Et comment tu expliques, toi, que sur ce match-là, on n'a pas trouvé de solution? Je vraiment sais pas. Je pense que on n'a pas joué avec la patience en attaque. On a voulu terminer trop tôt l'attaque. Je sais pas pourquoi, mais parce que nous avons eu un d'accord avec tous les joueurs on va garder bien les ballons, qu'on va jouer jusqu'à la fin, mais nous n'avons pas accompli ça, donc c'était vraiment dur et je sais pas pourquoi on n'a pas joué comme d'habitude, quoi. Mais bon, je regardais aussi une vidéo ce soir et je pense qu'il faut travailler, il faut bosser vraiment beaucoup en les entraînements pour progresser dans l'attaque. Voilà, je pense qu'on va réussir après. Benoît? Oui, apparemment, vous étiez déjà distancé à la mi-temps. Est-ce qu'il y a eu des consignes pour que la deuxième mi-temps soit un peu lâchée en vue de votre match de mercredi ou on vous a dit de remettre les bouchées doubles pour essayer de revenir au score en cette deuxième mi-temps? Ne réponds pas, c'est un espion.
Non, non, Jérémy nous a dit il faut entrer vraiment dans le match et qu'on ne fait pas la misère de la première mi-temps. Et après, vraiment, on est revenu dans le match pour 10 minutes. On a bien joué, mais c'est difficile quand tu perds de 11 buts. De revenir, mais voilà, on a essayé jusqu'à la fin de le match, mais ça n'était pas très bien. Alors, est-ce qu'au niveau du moral, le groupe est un peu touché par cette série de défaites et ce début de championnat un peu difficile? Oh oui, oui, je pense que le niveau de morale a baissé un petit peu, mais on a parlé aujourd'hui en entraînement. Et j'espère on va récupérer l'état d'esprit pour la mercredi parce que c'est proche déjà. Il ne faut pas penser à cette samedi. Alors, il y a une question sur le chat de Sabine qui nous demande comment expliquer le début de championnat assez médiocre de Dex. Bon, C'est la guerre, oui, c'est bon, c'est la guerre. non, je pense que on a joué avec les équipes qui sont très très forts, très très forts. On n'a rien lâché et je pense que notre temps, il va venir maintenant contre Abillières, contre Créteil. Et j'espère qu'on va réussir quoi. Et puis, une autre petite question, la plus grande différence entre la LNH et la Pro D2? Bon, oui, c'est vraiment un autre monde. Il y a beaucoup de gabarits, il y a beaucoup de joueurs qui sont très forts, très costauds, surtout en défense. Mais je pense que nous aussi, on a une qualité pour jouer à LNH. Mais il faut montrer ça. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait ça, mais j'espère qu'on va rester dans cette ligue, que tout va aller bien. Benoît? Borod, tu joues demi-centre. Oui. Te considères-tu plutôt comme un demi-centre organisateur ou maintenant comme les nouveaux demi-centres plus shooter? Non, je suis plus organisateur. J'aime bien vraiment bouger les joueurs. J'aime bien organiser le jeu. Je me sens très bien en ça. Mais de temps en temps, il faut que je tire aussi pour essayer quoi, de marquer but. Et justement, par rapport à ce poste un peu spécifique de demi-centre, tu viens de l'étranger. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de mettre le jeu d'attaque en place et de te faire comprendre de tes partenaires, sachant que tu ne parlais pas la langue au début? Oui, ça a été très difficile pour moi aussi, mais bon, j'avais expérience parce que j'ai joué en Espagne pour 3 ans et j'ai déjà savais comment ça va aller. Et je pense que maintenant c'est beaucoup meilleur, mais en début, était vraiment difficile pour moi. Et il est obligé de mettre des buts un peu aussi, parce que s'il en met pas, après c'est moi qui vais jouer demi-centre. Non, 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 tu restes Ça peut être une bonne chose pour nous si tu joues demi-centre. Ah, j'espère pas. Mika, tu restes à ta coin, ce sera tout bien. Alors, Borut, est-ce que vous avez l'effectif quand même pour rester en LNH? Oui, je pense qu'on a une belle équipe. Je pense qu'on va vraiment rester à LNH. Il ne faut pas perdre cet état d'esprit. Il faut bosser, quoi. Mais ce sera très difficile, mais je crois encore qu'on va rester. Alors, prochain match. Pour répondre à la question de Sabine de tout à l'heure, notre championnat, réellement, nous, il commence que contre Billières dans une semaine et demie. Et on savait très bien, on savait pertinemment qu'après 6 matchs, on pouvait même avoir 0 point. On a réussi à en prendre un à Toulouse, donc c'est pas si mal que ça. Après, si on avait réussi à prendre plusieurs points, on aurait pu se mettre un peu à l'abri et peut-être essayer de jouer
un peu plus haut dans le classement, mais là, s'il était besoin de nous le rappeler, on sait maintenant qu'on va jouer essentiellement le maintien et que ça va se jouer sur les rencontres contre nos adversaires directs pour ce maintien. On n'a pas besoin de le jouer, alors le match mercredi, c'est bon? Il est gagné pour Non, nous? c'est bon, on vous le laisse. Ah, c'est gentil, c'est gentil. La direction BOI. Vous venez de mettre 10 buts à Billiers, on vient d'en prendre 17 à Nantes. Faites les calculs. Hein. Alors, Oh, ça y est, ça joue le bluff. justement, on va poser la question à Borout. Prochain match contre Tremblay, comment... Bon, bah, Michael en a répondu un peu, mais comment vous allez aborder ce match-là? Ouais, comme chaque match, on va essayer de les gagner. Déjà aujourd'hui, on est entraîné bien. Demain, on va encore s'entraîner très fort. Il faut vraiment jouer beaucoup. Il faut être concentré en attaque. Perdre pas trop de ballons, je pense que tout c'est possible après. Et surtout, être fort en défense parce qu'ils ont une belle équipe. Alors, Borout, vous savez que c'est un match un peu particulier pour Michael Illes qui rencontre Benoît Perabou, hein, qui sont nos deux consultants handais. Un petit mot sur Michael Illes, comment il est sur le terrain et en dehors, dans les vestiaires? Bon, il est le leader de cette équipe, je pense. Vraiment, il bosse tout le temps. Il est tout le temps concentré. Je le trouve qu'il est vraiment bon joueur et on a vraiment besoin de lui. Donc, j'espère qu'il est en forme maintenant parce qu'il n'a pas joué à Nantes et qu'il va mettre beaucoup de buts à Tremblay. C'est bien, je te payerai après demain, je te donne l'argent. D'accord. Pas de souci, Mika, ok. Allez, juste avant de vous remercier, Borout, des petites questions de Stan. Ouais, bonsoir Borout. Deux petites questions sympathiques, hein, rien de méchant. Je voudrais savoir ton meilleur et ton pire souvenir handballistique. Ici en France ou... En France ou en Slovénie ou ailleurs. Bon. Ta carrière. Ah. Non, le pire était vraiment ce samedi parce qu'on a perdu de 17 buts. Et le meilleur était l'année dernière parce que le dernier match surtout quand on a monté à LNH. D'accord. Ce que tu aimes le plus dans la France? Moi, ici à Aix-en-Provence, le soleil. Ce que tu aimes le moins? Le moins, oh, il y a beaucoup de choses. Mais non, je rigole. Je sais pas vraiment. Peut-être parce que ici, on saute, c'est très cher. Ouais. Le plat que tu préfères? Le plat. Ce que tu manges en France? Français? Ah, je sais pas. Oui, j'ai compris, mais je dois réfléchir, quoi. Enfin, faux gras, voilà. Foie gras. Ouais. Est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu détestes? Je n'aime pas, les gens qui sont pas honnêtes. Le joueur que tu préfères en France? À part En Michael France, Illes. c'est Edin Basic. Celui que tu détestes? Mikhail, non, je rigole, honnêtement, je déteste personne, vraiment. D'accord. Je déteste personne encore, mais après avoir joué Encore, Tremblay, je pense voilà. que tu vas nous détester. J'espère pas. Ça passera Attends de après. voir Teddy Pratt ou... Voilà, c'est ça. Un bon poète. D'accord, non, j'espère pas. Betclic ou Bwin? Oh, rien du tout. C'est la petite phrase que nos invités ont la gentillesse de dire pour nous. Ben, ici Borutoslag, bienvenue sur Radio Token Sport. Si, Ça va pas être évident. Il faut que tu dises la phrase, Borut. Ouais. Ouais, je sais pas, vraiment, je suis Ici, désolé. Borut Oschlak, bienvenue sur Radio Tolkien Sport. Et voilà, merci, Mika. Allez, Merci. C'est dans la boîte. un tout petit dernier mot, parce qu'on nous l'a demandé. Comment redonner l'espoir à vos supporters, Borout? Bon, on va rester concentré, on va tout essayer parce que les gens soient contents, quoi. Je pense qu'on va être tous contents à la fin de cette saison.
Ouais, on espère que Aix arrivera à prendre des points. Alors quand, on ne sait pas, on va pas se mouiller nous, mais on l'espère vraiment. Et merci d'avoir été avec nous, Borut. Ah, c'était plaisir, merci à vous. Bonne soirée. Allez, va répondre. Justement. Ok. Voilà, bonne soirée, ciao, ciao. Merci, voilà, c'était Boruto Slag pour Andé, le demi-centre d'Aix-en-Provence justement. On va rester un peu dans ces matchs-là. On va parler de Tremblay quand même, Benoît aussi, Tremblay qui s'est imposé et ça fait du bien contre Billière. C'est une victoire qui fait du bien, Benoît. Exactement, ouais, ça fait partie des deux matchs et des deux objectifs qu'on s'était fixés entre Billère et Aix. On a déjà réussi le premier avec la manière, si on peut dire, parce on a réussi à maîtriser quand même le match du début à la fin. Et donc voilà, on attend impatiemment Aix pour confirmer cette première victoire. Alors on voit aussi un excellent début de saison de Mathieu Drouin, très en forme. Ouais, il est très performant, que ce soit dans le jeu que sur son aspect de prédilection qui est le tir au penalty. Donc c'est bien, c'est important. Et on voit aussi Arnaud Bingo qui a été rappelé en équipe de France et qui aussi fait une très belle prestation. Donc c'est bien aussi pour son mental, parce qu'il avait quand même été quand même pas mal affecté lors de sa non-sélection pour les Jeux Olympiques. Donc le fait d'être réintégré au groupe France pour la prochaine échéance, ça lui redonne beaucoup de confiance et d'envie. Et donc il a réussi à le prouver samedi soir face à Billère. J'espère qu'il va pouvoir enchaîner. Pour revenir sur Mathieu, ça fait partie quand même des meilleurs ailiers français quand il est pas blessé. Hein. Son seul problème, c'est qu'il se blesse beaucoup. C'est pas faux. Benoît, à titre personnel, comment se passe ta concurrence avec Rémi Salou et au niveau du temps de jeu, est-ce que tu joues moins que l'année dernière? On ne peut pas parler de concurrence. Il y a beaucoup de... Rémi Salou joue énormément et pour l'instant, j'ai du mal à m'y retrouver de manière personnelle, donc c'est un peu compliqué, mais on va favoriser le groupe et on va dire qu'on prend son mal en patience et que... T'en as pas discuté, parce que je sais que Imbrata, c'est le genre de mec quand même qui est vachement à l'écoute de ses joueurs. Ouais, certainement, mais pour l'instant c'est un peu compliqué, donc j'espère que je pourrai retrouver du temps de jeu rapidement. Bon, on l'espère aussi pour toi. Benoît, alors messieurs, prochain match, c'est le duel Andé, consultant et ami sur Andé, mais mercredi adversaire. Est-ce que messieurs, ce match-là a un petit parfum particulier quand même, Mika? Ouais, mais c'est marrant. Moi, ça fait longtemps que j'ai. Bah, d'ailleurs, Benoît aussi, du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué l'un contre l'autre parce que ça faisait un petit moment que j'étais sorti du paysage LNH, mais c'est toujours sympa. Mais comme je disais à Vanessa, la reportrice de Tremblay, on n'est pas vraiment au même endroit sur le terrain, donc on n'aura pas l'occasion de se mettre des pains. Benoît, pareil, c'est un petit parfum particulier. Bah oui, moi aussi, comme le disait Mika, voilà, c'est des matchs qu'on a l'habitude de jouer. On rencontre maintenant de nombreuses fois des joueurs qu'on connaît en dehors, donc c'est toujours un peu particulier avant, après, mais après sur le terrain, voilà, on sait qu'on a une heure à passer comme adversaire, donc là, dans la limite du raisonnable et des règles, voilà, il y a plus d'amitié, on joue au handball et on fait le sport qu'on aime, avec tout ce qui découle de l'intensité, voilà, donc on pourra boire une bière après, mais sur le terrain, ce sera différent, c'est sûr. Et bien justement, pour nous, Une c'est... ou plusieurs, hein. Ouais, oui, nous plusieurs. Ils sont un peu radins, hein, Tremblay. Et justement, pour nous, c'est un duel, le duel Andé, et Stan vous a préparé une petite série de questions quand même, parce qu'il n'y a pas de raison que vous y échappiez chaque semaine. Donc une petite interview décalée de Stan pour vous deux, messieurs. Bah ouais, vous pouviez pas y échapper, les amis. Hein. Si je dois choisir entre Benoît Perabo et Michaelis, j'ai ma réponse. Ouais, non, maintenant là, on va. T'as pas demandé à Bourreau, c'est quoi ce bordel là? Là, on va dire, on est dans l'interview Stan Attack. C'est le derby, les amis, quand même. C'est le Sud contre le Nord. Paris contre Marseille, un petit peu. Donc là, c'est des questions assez sérieuses. Je commence par toi, Ben. Aix a le plus de pression dans ce match? Si c'est comme la dernière fois, donc c'est non. Je pense que c'est Tremblay qui a le plus de pression.
On n'est pas du tout à notre place dans le championnat. On a accumulé les contre-performances en passant pas très loin de certaines victoires, mais sans concrétiser, que ce soit à Nantes ou à Célestat. On a pris pas nos premiers points, mais on a commencé une série en battant Billard chez nous. Et on se doit d'enchaîner contre Aix. Donc c'est indéniablement Tremblay qui a le plus de pression sur ce match-là. D'accord, Mika, donc Tremblay, bon à prendre alors. Ouais, bon à prendre, ils sont pas bons à prendre, ils sont en pleine bourre. Comme je disais, ils viennent d'en mettre 10 à Billière et ils reçoivent 2 fois d'affilée. Ils n'auront pas de déplacement, ils seront en pleine forme. Donc, non, bien sûr, avantage à Tremblay. Ben, Aix joue un petit peu sa survie dans ce championnat à travers ce match. Non, je pense pas. Comme le disait Mika, ils ont vraiment un début de championnat assez difficile par rapport au calendrier, puisque ils ont reçu pratiquement que des top 5 et ils vont se déplacer chez leurs concurrents directs. Donc c'est vrai qu'il faut qu'ils prennent leur mal en patience. C'est compliqué pour l'osmose de l'équipe, pour l'état d'esprit, mais ils vont pas jouer leur survie sur nous. Il va falloir qu'ils concrétisent contre Billère chez eux rapidement et en espérant que leur état d'esprit reste intact et que dans la deuxième partie, ils puissent jouer ces matchs coup près à domicile et prendre les points là qui seront par contre fondamentaux pour pouvoir se maintenir en LNH. Fondamentaux même. Exactement. On revient aux fondamentaux alors. Mika, Tremblay piétine trop à domicile, donc Quel est le sens? Vous pouvez répéter la question? Tremblay piétine trop à domicile, donc Il va falloir taper Tremblay, quoi. voilà. Stéphanie de Monaco. J'ai pas compris. Donc Tremblay piétine beaucoup à domicile, donc Non, là c'est faux. Ils écrasent leurs adversaires? Piétinent dans ce sens-là? voilà, ils piétinent beaucoup. Ils marchent sur leur voilà. Alors Tremblay marche beaucoup sur son adversaire. D'accord. Oui, bah ça de toute façon on le sait, hein. On s'y attend. Enfin pas tout le monde d'ailleurs, parce que tout le monde ne connaît pas cette équipe de Tremblay. Moi je la connais et je sais très bien que ce soit à Tremblay ou à l'extérieur, c'est une équipe très virulente et qui met des coups le plus souvent à la régulière, quand les arbitres l'y autorisent un peu plus. Donc il faudra s'attendre à un défi physique et pas pleurer et donner la pleine possession de nos capacités physiques si on veut pouvoir avoir une petite chance de faire un résultat. D'accord. Ben, Aix va descendre. Non, franchement, honnêtement, j'ai bon espoir que cette équipe se maintienne. Et je suis de tout cœur avec eux. Je connais de nombreux joueurs là-bas, dont l'entraîneur. Et j'espère de tout cœur qu'ils vont réussir à se maintenir dans ce championnat. Vous avez noté l'âge de Benoît quand même. Je connais de nombreux joueurs, dont l'entraîneur. L'entraîneur est plus jeune que moi, alors. Il connaît plus d'entraîneurs que de joueurs maintenant. Ah oui, bah là, c'est la pente savonneuse, là. On s'en va pas. Mika, qui va gagner? Ah, Joker. Ben, qui va perdre? On n'a pas le droit de parier, nous. On pourrait être poursuivi. On a des menaces. Ouais, c'est vrai, j'ai fait BetClick et Bwin tout à l'heure, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Donc les amis, est-ce que vous allez vous serrer la main? Après, pas avant. Ils vont se faire la bise. Allez, Moi, si je gagne. Des claques quand on... Exactement. nous ce qu'on espère c'est que vous allez vous respecter sur le terrain et que vous allez aller au contact quand même. Ouais. C'est l'essence C'est le principe de notre sport. Super, merci à vous les amis. Allez, on en a fini. Merci Stan, merci Benoît et Mika. Voilà, c'était un peu notre petit clin d'œil. Hein. Tremblay reçoit Aix-en-Provence. On va finir aussi quelques matchs de la LNH, notamment Créteil-Toulouse. Et Toulouse s'est incliné, 36 à 28. Toujours sans Jérôme. Ça nous embête un peu, hein, parce que oui. Créteil fait partie des équipes qu'on a ciblées un peu pour jouer le maintien avec nous et ils ont pris un point de plus que nous contre Toulouse. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dommage pour Aix. Toulouse qui était bien, avait plutôt bien démarré, mais là peut-être que le fait que Jérôme Fernandez soit un peu à l'écart des terrains pendant encore quelques semaines, les avantages loin de là, Benoît.
Et ouais, on parlait de Fernandez dépendance. Ça se confirme. Et là, malgré les rentrées des joueurs qui n'étaient pas qualifiés en début de saison, que ce soit Moreau ou le pivot Zvizej, je crois que ça se dit comme ça, on les voit en difficulté contre une équipe de Créteil qui est vraiment basée sur de très jeunes joueurs et qui, sur ce match-là, ont vraiment brillé, que ce soit Minel, Hugo Desca. Donc, ça devient ouais, compliqué pour Toulouse qui a du mal à enchaîner, qui a du mal à se passer de Jérôme Fernandez, et sachant qu'il ne sera pas là encore pendant un certain temps. Ça va peut-être leur porter préjudice encore sur certains matchs. Alors, le champion de France en titre, Montpellier, se déplaçait à Ivry. C'était un peu aussi le choc, hein, équipe surprise. Ivry, en ce début de championnat, qui est pas loin, qui est dans les 5 premiers du classement et qui était pas loin du tout du podium. Mais Ivry s'est incliné face à Montpellier, 28-32. On a l'impression que Montpellier, maintenant, Mika, arrive à trouver son rythme de croisière et le fait d'avoir autant de suspendus pour ce match-là, bah, on a l'impression qu'il y a une osmose qui se fait sans les anciens, j'ai envie de dire. Ouais, mais il y a quand même à Montpellier, il y a quand même un Du gros, gros ouais. effectif à l'origine. Donc c'est là, il reste quand même, quand on regarde le 7 majeur, ça reste une équipe avec que des internationaux, à part un poste de pivot où peut-être ils ont un petit manque. On a vu qu'ils voulaient recruter Gouliagal, le Hongrois, ça risque de ne pas se faire, mais je pense qu'ils vont de toute façon finir par recruter quelqu'un à ce poste-là. Après, on a vu le retour de Michael Guigou, William Acambray qui fait vraiment ses matchs. On est un peu déçu du niveau des recrues qui sont un peu, notamment Mameloun, qui pour moi me semblait être un peu plus un buteur, mais c'est sûr que c'est difficile d'arriver dans un club, en plus de l'intégration, avoir à gérer tout ce qui s'est passé, ça ne doit pas être facile. Puis là, en Repose plus, sur il est utilisé principalement en pivot ces temps-ci. Donc, plus, ouais. Tout repose un peu sur leurs épaules alors qu'ils étaient censés rentrer dans le groupe progressivement. Donc, mais malgré tout, avec des bons jeunes, Patrice Canaillé qui est une valeur sûre et qui a dû remettre un peu d'ordre dans la maison, je pense qu'ils vont reprendre leur feuille de route et que ce sera de nouveau de plus en plus difficile de les prendre. Et il aurait fallu les prendre dans les 2-3 semaines qui sont passées. L'autre jour, on parlait d'équité dans le championnat. Pour ceux qui les ont joués dans les 3 semaines qui viennent de passer, ils ont peut-être pu gagner des points qu'ils n'auraient pas dû avoir. Alors, Benoît, Guigou, 7 buts sur 9, donc autant dire que c'est une belle perf. À Cambrai, 6, Gréby, 6 buts. Guigou et à Cambrai, on a l'impression quand même que Canaillé peut s'appuyer sur des cadres, hein. à Cambrai, ouais, Cambrai est vraiment performant depuis cette histoire et prend vraiment son rôle de leader à cœur et de très belle manière. Après, Guigou, il rentre de blessure, donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Et là, heureusement, il a été très performant, mais le match précédent, il était encore pas mal en délicatesse. Et là, il s'avère décisif sur un match qui était vraiment pas facile sur le papier, sachant la bonne forme d'Ivry actuellement. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à prendre cette victoire et qui est très importante dans leur objectif de toujours bien figurer en LNH, parce que comme Chambéry s'est incliné à Paris, ils ont toujours dans le coin de leur tête cette deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Voilà, ils sont quand même conscients que ça va être compliqué d'aller chercher cette première place, mais ils vont tout faire pour essayer de rester au moins qualifiés pour la Ligue des Champions en étant deuxième. Alors, à noter le très bon match du gardien Robin, hein, Mickaël Robin, avec 15 arrêts, et puis aussi l'info qui est tombée ce week-end, Dragan Gajic est autorisé à rejouer, donc c'est contrairement au frère Karabatic. Donc, Alors là, justement, je me suis un peu renseigné, voilà, j'allais te mené ma lancer. petite enquête, et j'ai eu les réponses à tous c'est un petit peu ces curiosités de ce calendrier. Journaliste d'investigation. Non, mais ce que j'aime bien comprendre un peu les tenants et les aboutissants, et il y a des choses qui m'échappaient dans cette affaire depuis le début. Et donc, en fait, normalement, l'audition des joueurs se trouve le 15 novembre, se situe le 15 novembre.
Et en fait, il s'avère que l'avocat de Gaethje est absent ce jour-là. Et donc, il a réussi à avancer son audition. Et c'est pour ça qu'il a été entendu avant les autres. Et une fois que l'audition est passée, en fait, maintenant, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et après l'audition, ils sont pratiquement obligés de les laisser rejouer. Et donc, du coup, vu qu'il a eu son audition d'avancée, il a pu réintégrer l'effectif. Maintenant, il n'a pas été pris encore. Je ne sais pas s'il va être Donc ça veut sélectionné. donc Benoît, ça veut clairement dire que qu'on ne verra pas Karabatic avant mi-décembre, quoi. Avant Bah, mi-novembre. avant, il y a le 25 octobre, il y a un nouveau. Ils doivent passer parce qu'ils ont fait appel, je crois, par rapport à Exactement. leur contrôle judiciaire. Ils ont demandé un allègement de leur contrôle judiciaire de la part des frères Karabatic et ça doit passer en appel le 25 octobre. Donc, si cet appel est rejeté, il faudra donc attendre, comme je le disais, le 15 novembre, l'audition devant le procureur pour que ces joueurs puissent réintégrer le groupe de Montpellier. Et après, le procès, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va avoir lieu. Et connaissant un peu le dossier, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pièces qui peuvent dénoncer un match truqué. Donc je pense que sur cette affaire-là, je ne crois pas ça y ait des poursuites au niveau pénal. Par contre, à la suite de ça, il y aura certainement des poursuites au niveau de la LNH qui devrait les sanctionner d'un certain nombre de matchs. Mais voilà, par rapport à l'affaire, ils ont tout intérêt à ne pas le sortir maintenant. Ça a tellement fait un remue-ménage médiatique, que ce soit de la part des policiers ou de la part du procureur, que s'ils sortent maintenant et qu'ils annoncent un non-lieu, ça risque d'être quand même mal vu. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt à faire traîner le procès pour que ça passe plus facilement dans les mois qui suivent. Et en plus, même tu disais poursuite de la LNH, mais il me semblait que les avocats avaient trouvé une faille aussi pour les paris et que les paris en ligne étaient interdits, mais pas les paris en dur et qu'ils ne seraient donc pas inquiétés non plus pour C'est vrai que j'ai lu aussi cet article-là, mais il y a eu un démenti aussi qui a été fait derrière. Donc je ne sais pas exactement la véracité de ces propos et savoir si ça va être effectif parce que c'est vrai que ça a été envisagé, mais je crois que ça a été démenti derrière. Donc là, j'ai pas la réponse à ça. Ouais, on sait Mais pas. je suis pratiquement sûr, par contre, quoi, pas pratiquement sûr, mais il y a quand même de très bons espoirs pour le handball et pour les frères Karabatic qu'ils ne soient pas poursuivis au pénal. Ouais, Après, qu'ils soient sanctionnés au niveau de la Ligue, c'est autre chose. donc la les faille. Karabatic n'ont pas joué le match, donc je vois pas comment ils pourraient être. Exactement. Alors la faille que tu parlais, Ben, c'était dans le règlement de l'interdiction de paris en ligne de la Fédération française de handball. Il stipulait de ne pas parier en ligne, mais ne stipulait pas de ne pas parier dans les bureaux de tabac, dans les points. En dur, ouais. Voilà, en dur. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été annoncé et puis on a un peu noyé le poisson et on n'en entend plus parler de ça. Donc affaire à suivre et on tâchera de vous informer via l'émission du lundi en espérant des bonnes nouvelles pour le handball et pour les frères Karabatic aussi parce que faut pas oublier non plus ce que Nico a fait pour l'équipe de France. Allez, alors vous allez retrouver en fin d'émission hein, parce que le temps avance donc l'interview de Patrice Canaillé hein, et puis de Michael Guigou, ça va durer à peu près 17 minutes hein, voire 20 minutes. C'est juste après l'émission donc restez connectés pour Ivry-Montpellier d'ailleurs. Je remercie au passage Pierre Mangeot, hein, notre e-reporter qui se déplace sur les terrains parisiens. Il sera encore à Ivry pour Ivry-Saint-Raphaël mercredi. Il y a eu une petite surprise quand même dans ce championnat, c'est Saint-Raphaël hein, qui perd à domicile face à Cesson 30-28 et ça Michael bien malin celui qui aurait pu dire que Saint-Raphaël allait s'incliner quand même. Ouais, si j'avais su, je serais peut-être allé voir ce match-là plutôt que d'aller voir Istres-Nîmes. Mais c'est vrai que c'est. Je vais pas dire T'avais la bizarre. nostalgie de la D2 Ouais, exactement. Je vais pas dire que c'est bizarre parce que on l'a dit en début de saison, Cesson a un très bel effectif. Ils ont recruté des joueurs qui étaient des joueurs confirmés de LNH sur les postes d'arrière. Ils avaient déjà un groupe intéressant, donc ils sont sur une belle progression. C'est un club qui progresse, mais c'est vrai que c'est assez surprenant que Saint-Raph se laisse surprendre à domicile, qui plus est. Et je pense que Christian Godin a dû sacrément leur revisser les boulons ce lundi.
Alors que Saint-Raphaël qui s'incline et qui tombe aussi un peu dans les profondeurs du classement. Et puis il y a une équipe qu'on n'entend pas beaucoup parler, on parle beaucoup de Chambéry, de PSG et de Montpellier à juste titre, mais Dunkerque. Dunkerque qui s'impose à Célestat 25-27. Dunkerque qui est seul second du championnat à un point de Paris et à un point de plus que Chambéry. Est-ce que Dunkerque peut continuer son petit bonhomme de chemin et pourquoi pas coiffer tout le monde au poteau, Benoît? Ah ben, on sait la qualité et la quantité au niveau de l'effectif de Dunkerque, hein. C'est plus une surprise maintenant. Tous les postes sont doublés de très belle manière. Donc ils arrivent à enchaîner. On sait qu'à Célestat c'est toujours compliqué. On l'a vécu la semaine dernière en s'inclinant 2 fois là-bas. Mais ils arrivent à enchaîner ces matchs-là qui sont pas faciles. Donc on peut se dire que jusqu'au bout ils vont être en concurrence avec Paris, avec Montpellier, avec Chambéry, mais en même temps, on va être fixé assez rapidement parce que je crois qu'il y a un double duel Montpellier-Dunkerque qui se profile dans les jours qui arrivent. Donc, on en reparlera, je pense, la semaine prochaine pour savoir exactement le niveau de Dunkerque et savoir si ils vont continuer à jouer les troubles faites dans ce championnat ou s'ils vont faire comme les années précédentes, être un petit peu inconstants, ce qui leur coûte cette deuxième place au moins qualificative pour la Ligue des Champions. Et pour avoir vu le match, ils ont vraiment eu chaud Dunkerque, parce ils menaient vraiment facilement à la mi-temps et ils se sont fait remonter vraiment en prenant le match un peu à contresens en seconde mi-temps. Et merci Sébastien Bosquet parce que sans un festival en fin de match où il a pris tous les shoots et tout est rentré, je pense que ça aurait été vraiment difficile pour Dunkerque et ça aurait été une belle contre-performance. Et pour enchaîner sur Bosquet, il faut rappeler qu'il y a une époque l'année dernière où il était libre et quand on voit qu'un club comme Montpellier ou comme Chambéry sont quand même en mal d'arrière droit, c'est assez incompréhensible. Un 6 sur 10 pour Bosquet et un 7 sur 9 pour Cornel Nagui. Donc autant dire que c'était pas mal. Allez, le classement vite fait. Paris Saint-Germain seul en tête avec 12 points. Dunkerque second avec 11 points. Chambéry troisième avec 10 points. Après, de Montpellier à Créteil, en TP le ultième, j'ai envie de dire, qui est 12e du classement. Il n'y a que 4 points d'écart. Après, Aix et Billière ferment la marche. Aix avec un point à 3 points de Créteil. Voilà, allez, on passe maintenant. Il est 20h47 à notre débat, messieurs. Le débat du lundi, vous en avez l'habitude, c'est devenu un petit rituel. Alors le débat va se poser et ça, je pense qu'on on pourra vraiment y répondre. Pourquoi les clubs français ont autant de mal en Ligue des Champions? Dernier vainqueur, messieurs, c'était Montpellier en 2003. Seul finaliste de cette Ligue des Champions, c'est Montpellier en 2003 qui l'a gagné. Donc autant dire que ça ne réussit pas très bien en club français. Et cette année, c'est bien mal embarqué, avec Montpellier qui n'a que 1 point en 4 matchs et Chambéry 0 point en 4 matchs. Alors peut-on s'inquiéter? Quelle équipe remportera en premier cette Ligue des Champions? Est-ce que l'avenir sera teinté de la Marseillaise dans les années à venir? C'est la question un peu qu'on peut vous poser, vous, chers auditeurs, et puis on posera la question à Mickaël Illes et Benoît Perabou. Déjà, première question, comment expliquer les 6 mauvais résultats, notamment de Chambéry, Benoît? Mais Chambéry et Montpellier, hélas, ce sont un petit peu dans la même configuration, c'est-à-dire pour des raisons extra-sportives, ça devient un manque d'effectifs. Et 2 pour Chambéry, c'est plutôt à cause de leurs blessures. Et du coup, ces deux équipes pâtissent de ce rythme infernal qui se situe à jouer des matchs de très haut niveau tous les 3 jours. Et avec un manque de rotation quand même conséquent. Et sur des matchs de ce niveau-là, ça pardonne absolument pas. Donc je les ai vus jouer encore ce dimanche contre Kielce. Une équipe de Kielce qui est vraiment qui est taillée pour finir au moins peut-être aux portes du Final Four avec vraiment un très très bel effectif et donc qui indéniablement a réussi à creuser l'écart malgré tous les efforts que Chambéry a pu mettre en place, que ce soit offensivement ou défensivement, mais quand le carburant manque pour un joueur comme ça, la sanction est tout de suite très grave, puisqu'après voilà, il y a eu un écart quand même assez conséquent alors que les joueurs de Chambéry jouaient à domicile, mais
physiquement, ils étaient incapables de pouvoir tenir le rythme de Kielce. Et cet enchaînement devient très très préjudiciable pour eux. Pour l'instant, même en championnat, ils perdent aussi des points. Donc voilà, ça devient compliqué. Et à savoir si à un moment donné, il ne faudra pas se demander s'il ne faudra pas faire des choix. Et Montpellier voilà, est un peu dans la même configuration avec des jeunes joueurs qui ont peu d'expérience de ce haut niveau et avec une répétition de matchs tous les 3 jours. Eux s'en tirent plutôt mieux sur la scène nationale, mais au niveau européen aussi sont en difficulté. Donc je pense que cette année, ça va être une année difficile pour le handball français au niveau européen. Alors, Mika, est-ce que tu crois que sans cette affaire, Montpellier aurait pu mieux figurer? Ouais, évidemment. Même si, comme je l'ai dit, les recrues sont pas peut-être au niveau où on les attendait, je pense que si ça s'était passé un peu mieux, elles auraient pu être utilisées de manière un peu plus sporadique et pouvoir s'intégrer petit à petit. Là, on leur donne vraiment le poids de la responsabilité tout de suite. Les matchs s'enchaînent. Quelqu'un comme Metlicic, je crois qu'il doit avoir 36 ou 37 ans, donc c'est pas facile non plus au niveau physique de tenir 1 heure tous les 3 jours. Après, il y a aussi, comme disait Benoît, un problème d'effectif à Chambéry. Moi, je suis un peu déçu du recrutement sur le poste d'arrière droit. Panic, jeune joueur en devenir, certes, mais si on veut avoir des ambitions européennes, il faut avoir des joueurs performants tout de suite. C'est un défenseur correct. En attaque, ça reste relativement moyen. Nyokas, qui a de grosses qualités en attaque, mais qui ne défend pas, et qui est aussi assez imprévisible, qui peut passer complètement au travers de certains matchs. Donc, il n'y a pas vraiment de certitude sur ce poste d'arrière droit. Et après, la blessure de Bikanic à gauche fait beaucoup de mal. Ils n'ont plus d'ailier gauche non plus. Notre char était sur la feuille contre Kielce, mais il ne rentre pas. Il doit encore un peu blessé de son coup avec Lucas Ballot contre Paris. Les matchs s'enchaînent, ils n'ont pas le temps de se reposer. Après, cette année, ça risque d'être difficile. L'année prochaine, on aura vraiment une équipe taillée pour jouer le Final Four. Donc, prenons notre mal en patience. Alors, Qui est ça, Aix? Exactement. On aura une autre équipe. Non, juste pour compléter, c'est que voilà, Montpellier, eux, normalement, le championnat, c'était une formalité pour eux. Tous les ans, ils essayaient de recruter en vue de bien figurer dans cette Ligue des Champions. Donc c'est une certitude que si l'équipe était au complet, ils auraient mieux figuré. Et c'était leur objectif principal, puisque voilà, même si Paris s'était énormément renforcé cette année, il ne faut pas oublier que Montpellier dominait le championnat depuis un certain nombre d'années. Et donc avec comme priorité maintenant ces dernières années de monter une équipe pour vraiment pouvoir rivaliser et rentrer dans ce dernier carré de la Ligue des Champions. Et comment ça se fait? Comment t'expliques qu'on ne soit pas capable de trouver un arrière droit vraiment de niveau international comme il y en a un dans toutes les équipes du Final Four et toutes les équipes qui ont des prétentions européennes? Parce que je crois que ça coûte très cher. Et on se trouve avec des situations où les clubs commencent à avoir des effectifs assez pléthoriques comme Montpellier et commencent un peu à tirer la langue au niveau financier. Et du coup, ça devient compliqué aussi de pouvoir d'avoir des grands joueurs sur tous les postes. Il faut faire des priorités. Donc, c'est aussi trouver le bon rapport qualité-prix. Et on sait que ce poste d'arrière droit est quand même une denrée rare au niveau européen. Et donc, ça coûte très cher et je pense que ça devient compliqué. Alors, je n'ai pas la réponse non plus, mais j'évoque quelques pistes qui pourraient peut-être être une façon de pouvoir comprendre un peu pourquoi on n'arrive pas à avoir ce grand joueur qui pourrait... Stéphansson, par exemple, était libre cette année, je crois. Ouais, Stéphansson, c'est même plus vieux que je pense que Metlicic. Plus vieux que Metlicic, ouais, mais il est encore... Ouais, non, mais moi, j'étais fan inconditionnel de ce joueur-là, mais c'est vrai que Bosquet était venu aussi à Montpellier pour tenir ce poste et bien y figurer et pouvoir mettre Montpellier comme un grand d'Europe. Il a échoué, alors qu'à Dunkerque, il s'épanouit totalement. Voilà, il y a des choses aussi qu'on ne maîtrise pas. Et ouais. C'est vrai que c'est difficile, mais je suis d'accord avec toi que
pour avoir vraiment du danger partout. Il est important d'avoir des stars sur tous les postes, et notamment ce poste d'arrière droit qui est vraiment spécifique. Et donc, c'est un peu ce qui manque. Là. On a vu Vesprem s'est donné les moyens en recrutant Lasno Nagy, mais il faut voir à quel prix. Oui, Donc voilà, c'est toujours un peu la complexité, le bon rapport à trouver entre un joueur d'expérience, un joueur de qualité, un joueur qui soit aussi susceptible de défendre, et sachant qu'un gaucher n'est pas toujours dans ses prétentions de pouvoir défendre. Donc voilà, c'est... Anderson était libre aussi à une époque. Mais bon, c'est vrai que c'était un moment où les budgets étaient bouclés, mais Justement, vous allez peut-être pouvoir répondre à la question. Bon, c'est pas une question, mais c'est plutôt une affirmation. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais en faire, et je vais en énerver plus d'une sur le chat qui sont fans de Chambéry, mais on trouve des excuses plus facilement à Montpellier suite à cette histoire et privé de certains joueurs. Mais Dory nous dit sur le chat, Chambéry quand même, ils abusent. Ils ont une poule bien plus simple. Les seuls compliqués, c'est Copenhague, et encore, c'est plus l'équipe qu'on connaissait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que Chambéry aurait pu quand même largement mieux figurer dans ce groupe-là? déjà Copenhague n'y est plus. Oui. C'est Silkeborg. Silkeborg, pardon. Et là où je trouve qu'ils ont abusé, entre guillemets, c'est peut-être à Silkeborg et à Saint-Pétersbourg. Mais bon, c'est toujours des matchs à l'extérieur. Et après, on sait que cette année, Kielce, c'est vraiment... Moi, je ne connaissais pas l'effectif de Kielce. Et quand j'ai vu le match, j'ai halluciné. Il y a, comme à Paris, il y a des joueurs qui n'ont pas mis le pied sur le terrain, alors que c'est des joueurs d'envergure internationale, tels que le demi-centre Tchachik polonais, Biliki, le polonais. Il y a vraiment... Tous les postes sont doublés, voire triplés avec des stars internationales. Et Skopje, dans une dimension un peu plus faible que Kielce, a aussi eu beaucoup d'argent et a recruté des grands joueurs cette année pour pouvoir figurer dans cette Ligue des Champions de belle manière. Ils étaient même sur Ivan Novalic à un moment. Donc ces deux équipes sont vraiment des grosses cylindrées cette année de la Ligue des Champions. Alors qu'est-ce qu'on... Non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis quand même d'accord, c'est que le groupe de Chambéry est beaucoup plus accessible. Et on voyait justement les deux clubs sortir de cette poule, mais on voyait que ce soit Montpellier sortir de sa poule, donc être dans les 4 premiers, ou Chambéry. Mais autant Montpellier, on se demandait un peu à quelle place allait sortir Montpellier de cette poule. Mais on avait de bon espoir justement que Chambéry puisse sortir de cette poule soit premier, soit deuxième. Kielce me paraît vraiment supérieur, donc peut-être pas premier, mais avec de grandes chances d'être deuxième en ayant fait un bon match à Skopje et pouvoir à domicile faire un écart conséquent. Mais c'est vrai que là, il s'avère qu'ils se mettent en danger en prenant pas les points à l'extérieur et en faisant des faux pas à domicile. Donc ça va devenir compliqué. Je pense qu'ils ont encore une chance de se qualifier parce qu'ils vont recevoir Saint-Pétersbourg et Silkeborg, qui sont des équipes largement à leur portée. Mais par contre, en sortant, ils vont peut-être finir 4e et tomber en 8e contre un premier, ce qui va faire un tour et puis sans. Alors justement, Benoît, Michael, est-ce qu'à un moment ou un autre, le club de Montpellier ou de Chambéry ne va pas délaisser cette Ligue des Champions cette année et se concentrer exclusivement sur le championnat? Ouais, je pense pas. Si on se qualifie pour ce genre de compétition, et puis de toute façon, c'est important de bien y figurer pour que la France reste à un certain rang européen et ne perde pas. Ce serait catastrophique qu'on n'ait plus qu'un qualifié en Ligue des Champions. Donc je ne sais pas quelles sont les conditions pour que ça arrive. Et ne serait-ce que cette 3e place qualificative pour un tournoi wildcard Ligue des Champions, je pense que c'est important pour le championnat français. Donc personnellement, en termes de club, ils pourraient l'envisager. Je pense qu'au niveau de la LNH, ils ont le devoir de bien y figurer. T'es du même avis, Benoît? Complètement, je suis du même avis, même si les problèmes quand même vont se poser à un moment ou à un autre par rapport à l'état physique des joueurs. Là, il y a une trêve qui va être bénéfique pour tout le monde, la trêve internationale qui arrive, donc ils vont bien pouvoir
se reposer pour ceux qui Tout le monde, partent, sauf pour les voilà, pour ceux qui ne partent pas en sélection. Mais c'est vrai que ça va quand même leur faire du bien au niveau mental et physique. Mais on peut quand même se poser la question si à un moment donné, il n'y a pas des matchs qui vont être obligés de lâcher, surtout peut-être à l'extérieur, peut-être à Kielce, faire jouer les jeunes ou essayer de préserver un petit peu les cadres sur des matchs qui paraissent quand même difficiles, surtout à l'extérieur. Mais en ayant quand même cette possibilité, comme je le disais, de se qualifier, même quatrième, mais en continuant leur progression et en emmagasinant pardon, un maximum d'expérience par ces matchs de haut niveau. Donc ils se doivent de quand même tenir leur rang, même si à un moment donné, il va peut-être être obligé de peut-être un peu composer dans la façon dont il va gérer le match et gérer ses cadres pour essayer quand même de ne pas s'aborder son équipe au détriment du championnat. Alors avant de passer la parole à Stan pour une petite question, j'en poserai une petite dernière. Est-ce que pour Montpellier, là, s'ils arrivent à être quatrième et se qualifier, avec, on l'espère, vont récupérer quand même les Karabatic et consorts, ça pourrait être tout bénéfique de récupérer ces joueurs bien frais et pour une deuxième partie de Ligue des Champions et pourquoi pas aller jusqu'au Final Four. Est-ce que c'est envisageable, Mika? Il faudrait déjà savoir si les joueurs vont rejouer parce qu'à écouter le club, c'est même pas sûr qu'il garde ses joueurs. Donc j'ai plutôt l'impression que Montpellier est dans une phase de transition et que ils ont pas cette saison, ils ont pas vraiment, ils ont plus vraiment d'ambition si ce n'est de bien figurer et d'essayer de bien terminer pour peut-être essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions ou une Coupe d'Europe. Mais j'ai l'impression que le club a plus ou moins tourné la page avec ces joueurs-là et commence à chercher des joueurs pour les remplacer. Donc c'est un peu le sentiment que j'ai quand j'écoute Patrice Canaillé dans ses interviews, quand il dit on ne peut pas laisser les joueurs parier contre le club. Alors après, Nico n'a pas parié, donc peut-être que Nico sera intégré et les autres non, je ne sais pas, mais c'est une composante importante du problème. Stan, tu avais une question à poser à nos spécialistes. Ouais, vu par rapport à tout ce qui se passe, est-ce que vraiment la France du hand n'attend pas plutôt, se dit cette année c'est une année de transition pour ces clubs-là et on attend l'année prochaine le PSG handball pour rebooster et bien figurer dans cette Ligue des Champions? À partir du moment où tu t'engages dans une compétition, tu ne regardes pas les autres clubs ce qu'ils font, hein. Tu t'engages, quoi, tu te qualifies pardon, pour cette compétition qui est la plus grande pour notre sport. Chaque club font en sorte de recruter. En fait, est-ce qu'il restera plus que le Paris Handball pour espérer remporter quelque chose? Ils ont tous l'ambition de pouvoir bien y figurer, donc je pense pas que ce soit. C'est un peu la conjoncture et les événements qui font que là, ça va être difficile. Et je partage complètement le sentiment de Mika concernant certains joueurs de Montpellier. Je sens que ça va être compliqué pour eux de réintégrer leur équipe. J'ai hélas pas beaucoup d'espoir de retrouver Nicolas Karabatic sur Montpellier. Je sais pas, ça c'est un point de vue personnel, hein. J'ai aucune information là-dessus, mais en écoutant un peu ce qui se dit, j'ai vraiment des gros doutes par rapport à la volonté de Montpellier de vouloir garder. Au final, il n'aurait pas grand-chose à se reprocher, donc ça va être dur aussi de ne pas le garder ou même de le licencier. Non, mais c'est très compliqué. Ça pourrait être, messieurs, ça pourrait être, on s'écarte un tout petit peu du débat. Ça pourrait être d'ailleurs un autre débat, parce qu'on pourrait dire aussi si Lucas est viré, est-ce que Nicolas va suivre? Enfin bon, voilà, donc juste quand même, parce qu'il est 21h03 et on doit aussi recevoir notre ami Sébastien Mangin pour la Pro D2. Alors la question qui va se poser, et Stan a plus ou moins aussi posé la question, qui pourra gagner une prochaine Ligue des Champions à LNH? Est-ce que c'est PSG Handball? Est-ce que c'est Dunkerque aussi? Pourquoi pas Chambéry aussi? Quelle est l'équipe la mieux armée? J'imagine que c'est PSG Handball, messieurs. Oui, tu as répondu, hein. C'est évident. PSG maintenant est taillé pour. Ils ont le budget. Je ne sais pas si c'est pas un des plus gros budgets européens. Il faudrait regarder les chiffres, mais je me demande si c'est pas le plus gros budget européen ou ça va le devenir. Je crois que c'est le deuxième, je crois. Voilà, deuxième derrière Kiel ou.
C'est dans exact. les années à venir. Donc, eux, ils sont taillés pour la remporter. Maintenant, Chambéry, je pense qu'ils n'auront jamais plus d'ambition que de bien y figurer. Et Montpellier, tout dépendra de la route qu'ils vont prendre et des joueurs qui vont arriver et comment ça va s'enchaîner, comment ils vont faire la transition. Benoît, pareil, PSG handball, sans hésiter. Mais Dunkerque. si l'effectif de Montpellier n'évolue pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils récupèrent pas leurs joueurs cadres et joueurs internationaux, ils seront pas opérationnels l'année prochaine, avec sûrement une équipe encore en reconstruction. Et par contre, Paris qui continue et qui va continuer justement à être ambitieux et vouloir bien figurer tant au niveau national qu'européen, sera vraiment l'équipe susceptible de retrouver le Final Four et peut-être de remporter cette Ligue des Champions. Alors, Complètement d'accord. est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible directement l'année prochaine ou pas? Est-ce que c'est jouable? On pensait pas déjà que Montpellier allait tourner à ce rythme, PSG pardon, allait tourner à ce rythme-là. Est-ce que Paris peut être champion d'Europe l'année prochaine? Ouais, moi, je suis sûr qu'ils peuvent être au moins au Final Four parce qu'avec l'équipe actuelle qu'ils ont, et je n'ai aucun doute sur le fait que l'année prochaine, ils vont encore faire venir une, deux, voire même trois stars. Donc, je pense qu'ils peuvent encore se renforcer sur le poste de pivot et peut-être un peu sur, pourquoi pas, Daniel Narcisse ou des mecs comme ça qui sont en fin de contrat en Allemagne. Donc, je pense que dès l'année prochaine, ils seront au Final Four et une fois que tu es au Final Four, ben, tu as toutes les chances de l'emporter. Benoît, t'es d'accord avec Mika? Pareil, Final Four Ouais, l'année donc prochaine? là, on est dans la démesure au niveau des budgets. Donc c'est sûr que quand on entend Paris Foot qui annonce déjà 100 millions pour les prochains transferts, je pense que au niveau du handball, ils seront pas dans ces chiffres-là, mais seront toujours aussi ambitieux et donc vont tailler une équipe pour remporter cette Ligue des Champions. Donc là, on voit qu'elle est déjà hyper compétitive. Il leur manque encore pas grand-chose. Je pense, moi, contrairement à Mika, un autre arrière droit de niveau international. Et peut-être, comme le disait par contre Mika, un arrière gauche de style Narcisse. Et je pense que là, cette équipe sera complètement taillée pour bien figurer dans le Final Four. Alors, prochain match, messieurs, en Ligue des Champions. Donc, le débat, si vous avez des idées de débat, des suggestions ou même des envies, n'hésitez pas. Vous avez notre adresse mail, les réseaux sociaux pour donner vos idées un peu. Et chaque lundi, on essaiera d'y répondre au mieux. Donc, pour finir un peu avec le débat et la Ligue des Champions, Chambéry qui devra. Alors attendez, c'est où? Ah, c'est que le mois de novembre maintenant, donc c'est dans un mois, hein. Le prochain tour, la cinquième journée de Ligue des Champions. Donc, Chambéry aura fort à faire, hein, face à Korench, c'est ça. Et Montpellier qui se déplacera au Partizan de Belgrade. Donc voilà, il faut prendre des points côté français et pourquoi pas au second tour essayer de frapper fort et de battre cette équipe qui s'annonce quand même assez costaud. Il est 21h08, Sébastien Mangin ne va pas tarder à arriver, donc le temps pour nous de voir un peu le calendrier de la LNH. On l'a dit, forcément. Tremblay qui reçoit Aix, donc ça va être un peu notre coup de cœur du côté de Handé, mais il y a aussi de beaux matchs, notamment Ivry-Saint-Raphaël, hein, Ivry qui doit se reprendre après sa défaite face à Montpellier, et Saint-Raphaël également qui doit se reprendre après sa défaite face à Cesson, deux équipes qui ont un peu la trajectoire, le début de championnat opposé. Ivry qui est 5e et Saint-Raphaël 10e, donc autant dire que Saint-Raphaël doit prendre des points. Il y a Montpellier, Dunkerque également, messieurs, qui va vouloir vraiment son petit pesant d'or. Et est-ce que Dunkerque va continuer à aller titiller Paris? C'est un peu la question qu'on peut se poser. C'est un match encore difficile pour les hommes de Canaillé, ça, Mika. Ah bah, oui, oui, c'est sûr, c'est des grosses équipes qui se présentent à eux là, et ils ont réussi à maîtriser Saint-Raphaël à la maison. Est-ce que ça en sera de même avec Dunkerque? Ça va être vraiment plus difficile, je pense. Ouais, effectivement, Dunkerque-Montpellier. PSG Célestat. Alors, Benoît, j'ai envie de dire que ça va être allez, une partie de plaisir pour Paris. Ouais, ça risque d'être un match assez long pour Célestat.
Voilà. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a des matchs vraiment intéressants. Là, on voit Ivry-Saint-Raphaël, deux équipes qui jouaient le haut de tableau, qui sortent de contre-performances, même si perdre contre Montpellier, c'est pas une contre-performance, mais à domicile, Ivry pouvait prétendre à faire un coup. Et puis justement, oui, ce Montpellier-Dunkerque, et à Toulouse, Cesson qui sort qui est sur une très bonne dynamique avec deux matchs très importants, coup sur coup remportés contre Nantes et Saint-Raphaël, et Toulouse qui veut des points. Donc non, ça va être encore une journée très très animée. Pour Ivry, ça va être révélateur parce que ils ont eu un championnat, contrairement à nous, un peu plus agréable, j'ai envie de dire. Ils ont joué Créteil, Billière, Aix, leur seule performance, entre guillemets, c'est d'avoir fait match nul à la maison contre Dunkerque. Et là, c'est un vrai test, c'est-à-dire pouvoir battre Saint-Raphaël, ça les mettrait définitivement dans le haut du tableau et ça prouverait qu'ils font vraiment un beau début de saison. Ouais, effectivement, hein. Donc ça sera mercredi, la journée de championnat, et après il y aura la Ouais. trêve. Et donc, Oh. Ouais, oui, je disais, désolé, petit souci de micro. C'est pas grave. Donc je disais, la journée se passera mercredi et après ça sera la trêve internationale avec les experts à Rouen, hein, face à la Lituanie. Il me semble ça sera le 31 ou le 1er, il me semble. Donc voilà, à ne pas manquer également le retour des champions olympiques en titre. Allez, on va recevoir incessamment sous peu Sébastien Mangin qui doit être dans le coin. Alors on a peut-être le temps de parler un peu des féminines qui va faire plaisir à Mickaël, hein. Metz s'est repris quand même. Donc Sébastien Mangin me dit dans 5 minutes il sera dispo. Donc il n'y a pas de souci. On va juste parler un peu des féminines grâce à Export qui nous fait un bilan aussi de ce championnat assez... je ne sais pas si vous le suivez messieurs, mais un championnat également assez serré, hein, avec... Non. Et pourquoi je suis pas surpris. Donc je vais dire les résultats. Metz s'est imposé 44-27 face à Nîmes. Nice Le Havre 19-21. Le Havre, hein, qui fait une bonne perf à Nice. Nice, l'ancien club de Valérie Nicolas. Donc 21-19. T'as créé une émission exprès pour en parler, c'est pas pour qu'on en parle ici. C'est vrai, c'est vrai. En attendant. Touché. C'est en attendant Sébastien, et puis les auditeurs du lundi ne sont pas là forcément le jeudi, donc il faut bien aussi leur donner les résultats. Toulon 28, Mios 28, Dijon, Fleury 18-27 pour Fleury, ici Paris, Besançon 22-21, match très serré au classement. Ça fait Fleury toujours en tête, suivi de Metz, Le Havre et Mios. Donc voilà, et ferme la marche Nice, hein, qui vient de monter. Donc difficile quand même pour cette équipe niçoise. Besançon également ferme la marche. Donc voilà un peu pour les résultats de LFH. Voilà, c'était un petit clin d'œil à Thomas Guillon qui nous écoute. Allez, on va passer à la Pro D2. En attendant Sébastien Mangin, il y avait quand même des beaux matchs. Notamment son équipe, hein, qui s'est imposée face à Valence. Chartres 25 et Valence 24. Alors justement, on a demandé la différence entre la LFH et la Pro D2. Est-ce que pour toi, Mika, c'est exactement ce qu'a dit ton compatriote, ton collègue plutôt tout à l'heure, qui disait que c'était le physique qui primait par rapport à la Pro D2? Oui, essentiellement, le défi physique est pas le même. Nous, personnellement, notre équipe, on n'est pas des gros spécialistes de la défense et on a toujours réussi à s'en sortir en Pro D2. En LNH, c'est différent. Dès qu'on n'y met pas l'intensité nécessaire, dès qu'on n'y met pas l'intensité et la technique nécessaire en défense, ça devient vraiment très difficile de ne pas prendre les buts. Après, il y a aussi une dimension technique et d'intelligence de handball, où c'est sûr qu'on a des joueurs plus talentueux, plus intelligents, qui voient les choses plus rapidement c'est plus difficile de passer tous les petits trucs qui pouvaient passer en Pro D2 et c'est essentiellement physiquement donc et sur la technique handballistique pure. Allez, on va recevoir tout de suite Sébastien Mangin. Stan, s'il peut faire la petite manip pour l'appeler, il est là, il est présent. C'était une journée riche en événements, parce que il y a plus qu'un seul leader, et on va tout de suite en parler à Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors, Bonsoir tout le monde.
toujours un réel plaisir de t'avoir, surtout que on porte chance parce que Chartres s'est encore imposé face à Valence, hein. Ouais, d'un petit but, ouais, ça a été compliqué. On a eu un très très bon début de match, on a mené rapidement de 4-5 buts. Ensuite, on a eu un petit creux milieu de première mi-temps avec énormément de pertes de balles à ce moment-là. On bascule à la pause avec un but d'avance, il me semble. Et ensuite, bon, deuxième mi-temps, c'est serré. On est un petit peu redescendu en défense. On se fait un petit peu peur parce qu'on mène encore de quelques buts en deuxième mi-temps. Ils reviennent sur la fin. Mais bon, finalement on arrive à s'imposer dans le Money Time. Et bon, bah, c'est bon. Valence, je pense que quand même, ils poseront quelques problèmes à pas mal d'équipes parce qu'ils sont quand même bien accrocheurs, comme on l'avait dit précédemment, emmenés par l'entraîneur Davidovic. Donc, c'est des joueurs qui sont très accrocheurs, qui lâchent rien, même quand ils sont menés. Enfin, des petits exemples, les mecs qui rentrent en pivot, ils sont toujours, ils réussissent à embarquer un ou deux mecs avec eux. Ils ont beaucoup de métiers à l'intérieur, quoi. Donc, c'est une équipe accrocheuse. Donc Chartres qui est à sa deuxième victoire consécutive, me semble-t-il. Benoît, je crois que tu as une petite question pour Seb. Oui, on voit des anciens pensionnaires de LNH un peu en difficulté au niveau statistique. Comment t'expliques cette contre-performance de Sébastien M et Sébastien O? Voilà, fléchette. Oh, ouais, putain. Non, ben, You're welcome. non, mais bon, pour la décharge de Sébastien O, il n'a pas trop joué. Il a joué à peu près 5 minutes, 5 minutes par mi-temps. C'était le deal avec le staff. Il revient de blessure, donc faut qu'il reprenne tranquille. Il a un programme aménagé, allégé, disons. Donc c'était vraiment pour reprendre contact avec la compétition et non pas faire comme il avait fait la fois précédente contre Mulhouse où il avait beaucoup joué. Donc du coup, l'entraînement qui a suivi, il s'était répété. Voilà. Euh, Sinon, pour Sébastien M, bon, je ne vais pas parler à la troisième personne. Sinon, pour moi, effectivement, niveau statistique, c'est pas top. Mais bon, j'ai pas pris beaucoup de shoots parce que j'avais la sensation que c'est pas ce dont l'équipe avait besoin. On avait besoin de beaucoup placer le jeu en attaque, de jouer sur des rentrées parce qu'ils ont une défense assez étagée en homme à homme. Et bon, j'ai quand même réussi à faire sortir Benkala en carton rouge 3x2 et quelques passes décisives sur les ailiers en deux pivots ou sur Maxime Cherblanc qui a fait un bon match. Alors justement, Sébastien Osterta qui revient de blessure, comment il se sent physiquement après sa rentrée? Bah, ça a été, il s'est senti, bah, il a eu un temps de jeu très limité, donc il n'a pas trop forcé non plus. C'était, comme je vous dis, vraiment pour reprendre contact avec la compétition, garder le contact avec le groupe pour pas trop s'éloigner. Mais il est encore, enfin pour moi, il est encore convalescent parce qu'il peut pas s'exprimer à 100%. Donc c'est difficile de parler de reprise réelle sur ce match-là. Alors il y avait quand même le choc de cette Pro D2, hein, c'était entre Istres et Nîmes, et c'est Istres qui s'est imposé face à Nîmes 34-29. C'était un choc en LNH, maintenant c'est un choc en Pro D2, et bah, Istres fait quand même une belle opération. Bah ouais, effectivement, duel d'anciens pensionnaires de LNH. Istres s'en sort vainqueur et déjoue en fait tous les pronostics parce qu'effectivement, on voyait tous Nîmes aller s'imposer là-bas. Il a signalé quand même un match de haut niveau car les deux équipes ont cumulé à eux deux uniquement 13 pertes de balles, donc ça a bien joué au ballon. Par contre, les individualités ont fait la différence. Sorina qui fait 3 sur 12 et seulement 3 arrêts d'Idrissi contre une légion étrangère en réussite avec Reznicek et Herzka qui ont mis 18 buts à eux deux. Donc je pense que Nîmes est quand même au-dessus au niveau collectif à l'heure actuelle, mais sur un match, on peut voir qu'avec des individualités défaillantes ou alors en chaleur, tout est possible. Ouais. Bon, j'ai vu le match, j'y étais. Ouais. Et c'est vrai que dès l'échauffement, on a senti que Nîmes était venu un peu en terrain conquis. Je pense qu'ils se sont sentis un peu beaux du haut de leurs 6 victoires et qu'ils ont pris un peu le match à l'envers, notamment, comme tu l'as dit, Guillaume qui a beaucoup shooté, beaucoup raté, et les gardiens qui étaient un peu sous morphine, on aurait dit. Donc après, ça a été difficile pour eux. Ils n'ont pas mis l'intensité du tout en défense. Le prototype de l'équipe un peu qui va qu'à moitié.
Donc Istres a très bien joué le coup et c'est vraiment engouffré dans la faille dès le début du match. Et une fois qu'ils ont eu fait l'écart, Nîmes n'a pas eu les ressources psychologiques pour aller les titiller. Même c'est Et vrai que de toute façon, depuis le début de la saison, Istres, ils marchent un peu en courant alternatif. C'est-à-dire que là, ils ont été perdre à Valence, ils sont venus gagner chez nous. Et très honnêtement, le match qu'ils viennent gagner chez nous, bon, on leur a facilité un petit peu la tâche, mais ils ont eu vraiment des phases de jeu très intéressantes avec Perrono, Gomis, Derbier, Hertzka. Et donc, du coup, Reznicek, ça tournait vraiment pas mal. Mais le problème, c'est qu'ils ont quand même remanié leur base arrière pratiquement à 100% avec l'arrêt sur blessure de Bastien, et qui fait que du coup ils ont du mal sur un match et même sur plusieurs matchs d'affilée à tenir un niveau de régularité assez important. Là, semble-t-il, ils ont réussi à le faire sur le match contre Nîmes et ça a porté ses fruits avec une victoire sur les Gardois. il y avait un petit jeune demi-centre, Ivo Safar, un Tchèque, là, qui a fait une belle rentrée pour suppléer Jordan Perrono et ça a permis de garder du rythme tout au long du match. Alors, du coup, c'est Mulhouse qui en profite, hein, victoire de Mulhouse à Gonfreville, 22-19, et d'une pierre deux coups, ils prennent seuls la tête de ce championnat. Ouais, effectivement. Alors sur le match, Mulhouse a mené tout le match et a géré, disons, son avance tranquillement, même si Gonfreville est revenu à 2 buts en deuxième période. Mais ils ont quand même géré assez facilement, malgré que Gonfreville soit resté concentré tout au long de la partie et apparemment resté aussi au contact sans trop prendre le bouillon grâce à leur gardien Perisic, qui fait pas énormément d'arrêts, mais qui a fait des parades décisives. Une fois de plus, Mulhouse fait étalage de sa domination avec une grosse défense, un gardien solide derrière et une attaque appliquée. En témoigne le peu de pertes de balles sur ce match, 5 pertes de balles. Ce que fait Mulhouse en ce moment, c'est du haut niveau, quoi. Ouais, du haut niveau, donc il confirme un peu la saison dernière. Massy, de son côté, se reprend après 2 défaites consécutives. Il s'impose à domicile face à Besançon, 32-23, et du coup se replace à la 3e place. Ouais, effectivement, Massy a dominé son sujet. Les joueurs ont su réagir après 2 défaites, ce qui prouve la solidité du groupe. Apparemment, il y a eu quelques explications de texte dans la semaine et ça a porté ses fruits. Le groupe n'a pas été fragilisé par les prises de bec qu'il y a eu dans le vestiaire après les entraînements de cette semaine. Sur le match proprement dit, ils ont mené tout le match de bout en bout avec une défense solide. Des montées de balles tonitruantes conclues par, une fois de plus, le jeune Junior Réau. Et du coup, Massy reste seul 3e du championnat de Pro D2. Par contre, Besançon chute après 2 victoires consécutives. Exact. On l'avait un petit peu annoncé comme un match repère pour les 2 équipes, qui avaient 2 courbes différentes. Et l'écart existe actuellement entre ces 2 équipes qu'on pouvait placer dans les équipes qui jouaient le maintien au début de saison, mais maintenant, après 6 matchs de championnat, on voit quand même que Massy a une différence de niveau par rapport à cette équipe de Besançon qui, je pense, malheureusement, avec le match qui s'annonce la semaine prochaine contre Semur, si jamais ils ne gagnent pas ce match-là, ils joueront définitivement pour le maintien cette saison. Alors justement, ce mur qui s'incline aussi à domicile face à Vernon, 36-22, on n'arrête plus Vernon. Ouais, là, effectivement, déjà, on n'arrête plus Vernon, mais j'avais envie de commencer par Semur qui n'y arrive pas avec une défaite à gros écart comme contre Massy il y a un mois déjà chez eux. Je pense que ça peut commencer à inquiéter puisqu'on avait quand même souligné à un moment donné le fait qu'ils ne rendaient jamais les armes et qu'ils arrivaient à rester collés au score et même s'ils perdaient que d'1 ou 2 buts. Ils étaient quand même privés de leur principal artilleur, Abdoulaye Sarr, et avec 20 pertes de balles, la défaite était finalement programmée. Vernon enchaîne les bons résultats après un début de saison hésitant. Et c'est l'équipe en forme du mois d'octobre avec encore un match avec un carton. Et comme on le disait, avec Nîmes, ils ont le plus gros goal average de la Pro D2 à l'heure actuelle. Alors, dernier match pour la fin, hein, Dijon, pour faire plaisir à Benoît, s'impose difficilement sur le terrain d'Angers, 26-27, ça s'est joué à peu de choses, mais Dijon l'emporte quand même, et se replace. Ouais, effectivement, Dijon se replace à la 4e place, seul. Une bonne perf à l'extérieur, hors de ses bases. Bien aidé quand même par Angers, qui a cumulé 22 pertes de balles et un piteux 16 sur 43 au tir.
Donc du coup, ils se positionnent entre Massy et Istres. Et ils sont à la 4e place. Alors pour rappeler, la 4e place en fin de saison, elle donne accès aux playoffs. Et avec une double confrontation contre le 3e. C'est ce qu'il y aura la semaine prochaine justement, puisqu'on aura un Dijon-Massy la semaine prochaine. Sinon pour Angers, c'est un passage compliqué qui se retrouve décroché du groupe des prétendants à la 5e place. Ce groupe de prétendants composé à l'heure actuelle de Istres, Ponto, Vernon et Chartres. Et Angers se retrouve derrière avec 2 points, malgré un bon début de saison. Donc la semaine C'est un peu prochaine. une surprise quand même. Comment? C'est un peu une surprise cette défaite d'Angers à domicile. Ouais, c'est une bonne perte de Dijon. Ouais, bien sûr, mais c'est- compte tenu de l'effectif angevin, on pouvait s'attendre à quand même plus de performances à domicile. Non, mais c'est sûr, mais même par rapport à leur début de saison, hein, en début de saison, ils ont été plus que conquérants et honnêtement, je pensais qu'ils allaient gagner contre Dijon, qui est moins à l'aise qu'à domicile. Mais effectivement, c'est une contre-performance de la part d'Angers. Bon, maintenant, à eux de se relever parce que, comme je disais, au niveau du classement, ils se situent à la 9e place. Donc, juste derrière ce petit groupe qui joue la 5e place. Et derrière eux, donc, c'est Valence, quoi. Et donc, ça risque d'être compliqué, surtout que le prochain match pour eux, c'est à Mulhouse. Donc, c'est pas forcément le meilleur endroit pour essayer de rebondir. Quoique, en fait, ils n'ont pas vraiment de pression. Donc, c'est peut-être une équipe qui va pouvoir se lâcher sans pression en allant à Mulhouse. Alors, comme tu l'as dit, Sébastien, belles affiches la semaine prochaine, notamment Dijon-Massy. Les leaders rencontrent Mulhouse, rencontrent Angers. Donc, comme ça va être compliqué également pour Angers. Et Nîmes, Valence. Alors, est-ce que tu as joué Valence? Est-ce que les Nîmois peuvent vraiment avoir un peu peur de cette équipe valencienne? Bah, je pense que, comme le disait Mika, ils ont raté leur match la semaine dernière, quelque part en rentrant pas dans le match correctement. Et je pense que cette équipe ne fera pas 2 fois la même erreur. C'est une équipe qui se nourrit du combat, qui se nourrit des valeurs morales. Et s'ils ont failli la semaine dernière dans ce domaine-là, je pense qu'ils ne vont pas le faire 2 fois d'affilée. Donc je pense qu'il faut plus se faire du souci pour Valence que pour Nîmes la semaine prochaine. Alors, on a oublié un match quand même, Ponto-Cobo Nancy, Ponto Ouais. qui fait quand même un bon début de championnat, quant à Nancy qui a un peu de mal, et victoire de Ponto 30-28. Ouais, Nancy n'y arrive plus. Pourtant, ils ont mené une fois de plus à un quart d'heure de la fin, comme contre nous. Cette fois-ci à l'extérieur. Là, ils menaient de 4 buts. Ponto a fait preuve de réalisme en s'imposant dans les dernières minutes, ce qui leur avait fait défaut depuis le début de saison. Peu d'arrêts de gardien dans ce match des deux côtés. Par contre, on a 2 joueurs en chaleur des deux côtés. On a eu Adriano Marlin qui a réalisé un 9 sur 10 et de l'autre côté Stéphane Chardon qui fait 10 sur 11, mais c'est le Réunionnais qui a eu le dernier mot puisque après un petit passage à vide en début de deuxième, il a réussi à mettre les gaz en fin de match pour permettre à son équipe de s'imposer de 2 buts. Ouais, donc au classement, Mulhouse qui est leader avec 21 points, Nîmes deuxième 19 points, suit Massy troisième 17 points, Dijon 16e. Et puis après, il y a Istres, Ponto, Vernon, Chartres qui sont à 15 points. Et Chartres d'ailleurs qui va se déplacer à Ponton-Cobo. Ça va être un match à ne pas manquer pour Chartres. Ouais, bah, effectivement, un match pour la 5e place qui est qualificatif pour les playoffs. Même si en ce début de saison c'est un petit peu anecdotique, mais bon, c'est quand même toujours intéressant de se situer rapidement dans le haut du tableau. Donc pour nous, faut aller chercher des points à l'extérieur. Ponto sont confiance, nous aussi, on a enchaîné 2 victoires, mais je pense que ça va être très compliqué d'aller gagner là-bas, mais à nous de mettre les ingrédients qu'il faut déjà cette semaine pour arriver conquérant en fin de semaine. Donc, Allez, je fais le fou, je vais aller voir Ponto Chartres. Hein. Tu mettras une place de côté blanc. Ah, c'est pas sûr. Les questions que tu poses. Ouais. À signaler aussi 2 confrontations du bas de tableau, parce on va avoir un Besançon-Semur et ensuite un Nancy-Gonfreville. Donc c'est les 4 équipes du bas de tableau qui s'affrontent. Donc c'est des matchs qui sentent déjà la poudre. Ça va être déjà à l'issue de cette journée, on va y voir un petit peu plus clair dans le bas du tableau. Eh ouais, effectivement, la journée qui se jouera le 27, donc vendredi, me semble-t-il. Voilà, je pense qu'on a été complet, Sébastien, avec la Pro D2. Donc... J'ai une petite surprise pour vous. Je peux vous annoncer les sets de Pro D2 et le de LNH tout de suite. Ah, et bah écoute, en avant-première, donc sortez vos stylos et vos cahiers. Hein, d'habitude, c'est. Ils seront disponibles sur le site de la JPH en ligne demain matin, ou demain dans la journée.
Mais je vais déjà pouvoir vous donner effectivement le set de la Pro D2 et le set de la LNH. Allez, on va Attends, il y commencer. a un journaliste du Parisien qui est là, alors c'est peut-être délicat. Il va nous balancer. Ah, Allez, mais c'est entre nous, ça reste entre nous. allez, ça reste, ça Vous voulez que reste. je commence par lequel? Allez, la Pro D2 pour finir avec la La Pro page. D2. Alors, on l'a signalé tout à l'heure. Donc, à l'aile gauche, c'est le jeune Junior Réau qui s'est mis en évidence avec un 12 sur 15 au tir. En arrière gauche, Adriano Marlin qui fait un joli 9 sur 10. Sur le poste de demi-centre, donc c'est toujours difficile d'avoir de bonnes statistiques sur le poste de demi-centre. Mais on retrouve Mehdi Guiri. C'est pas forcément son 4 sur 9 qui est le plus impressionnant, mais depuis le début de la saison, c'est quand même le métronome de Mulhouse. C'est lui qui gère le rythme, qui fait les passes décisives et qui met les arrières sur de bons rails. Donc, on avait envie de le mettre à l'honneur. Ensuite, arrière droit, Thomas Reznicek qui fait 11 sur 17 et qui permet à Istres de faire chuter le leader. Stéphane Chardon, malgré la mauvaise passe de Nancy, enchaîne les bonnes performances avec encore 10 buts sur 11 tentatives, à signaler avec 0 penalty, donc c'est uniquement sur des shoots de champ. Et une bonne performance de Maxime Cherblanc, le Chartrain en pivot, qui fait un joli 7 sur 9. Dans les buts, Komnenovic qui fait 16 arrêts contre Angers malgré la défaite de son équipe. Alors, Voilà. comment tu vas faire quand tu feras un bon match? Est-ce que tu vas réussir à te mettre dans ce set? Non, je pense pas. Allez, vous avez bien noté, hein, on va le retrouver demain sur le site de la JPH. Le set de Pro D2, maintenant on va passer au set de LNH. Voilà. Donc le set de l'NH, donc pour changer, on va commencer par l'aile droite pour tout de suite mettre à l'honneur Benoît Perabou, donc avec son voisin de palier Mathieu Drouin. Mathieu Drouin avec un joli 10 sur 10 qui a permis à Tremblay de gagner son deuxième match contre Billère. Arrière droit, le gaucher Brief et non pas le droitier qui fait 8 sur 14 avec une belle victoire de Cesson sur Saint-Raphaël. Demi-centre Cornel Nadji qui fait 7 sur 9 et qui permet à Dunkerque d'aller s'imposer à Célestat. On sait c'est toujours compliqué d'aller gagner en Alsace, n'est-ce pas Benoît? Et ensuite, arrière gauche, le jeune Minel de Créteil qui fait 10 sur 14. Et donc une belle victoire de Créteil. Ensuite, à l'aile gauche, on a Samuel Onroubia. Donc c'était un match télévisé. On a tous vu son début de match avec des buts autant spectaculaires que sa réussite au tir avec un 9 sur 10. Et ensuite, pivot. Alors, gardien d'abord, avant de finir par le pivot. Gardien, ça a été un petit peu difficile. Il y a Dragan Pokucha qui fait une très bonne partie, mais le pourcentage, disons, d'arrêt le plus performant a été Sierra qui fait 15 sur 26. Et on a tous vu aussi sur le match télévisé qu'il a été vraiment déterminant dans la victoire de Paris contre Chambéry sur un match au sommet. Et ensuite, en pivot, c'est Baena, l'Espagnol, qui fait un 4 sur 5 avec une bonne réussite sur le poste de pivot. Voilà. Parfait, je pense qu'on a été complet. Ça, c'est sympa d'avoir comme ça en avant-première les meilleurs joueurs de Pro D2 et d'LNH. Bah écoutez, il est 21h32. Comme je vous l'avais dit, je vais vous passer la conférence de presse de Patrice Canaillé et puis de Michael Guigou lors du fameux match contre Ivry-Montpellier. Donc voilà. Sachez que mercredi, on sera présent également sur les terrains d'Ivry-Saint-Raphaël. Donc vous retrouverez des réactions d'après-match et des petites photos également jeudi. Donc voilà, je vais remercier quand même ma fine équipe avec moi. On va commencer par Stan. Donc Stan, liberté pour les auditeurs mercredi. Liberté pour les auditeurs mercredi, hein, donc on reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé au Stade de France, les ultras parisiens, donc des invités, ils y étaient, ils vont raconter et on donnera aussi la parole à des ultras qui étaient comme moi à la manif samedi dernier à Montpellier. Voilà, liberté pour les auditeurs à 21h, à 20h pardon, et juste après c'est L-Sport le mercredi et non le jeudi, voilà. On remercie également Mickaël d'être toujours présent lundi et gros match en perspective face à Benoît Perabou mercredi. Bah ouais, un petit déplacement à Paris, ça fait toujours plaisir. Un gros match. On va essayer de ne pas être ridicule et de pas réitérer les mauvaises performances. Et Benoît Perabou également. Ben, merci d'avoir passé encore ce lundi avec nous et on se retrouve lundi prochain et puis surtout bon match pour mercredi. Hein. Merci, c'était un plaisir. Au revoir à tous et
À bientôt, Mika. Et puis Sébastien Mangin qui fait l'unanimité hein, quand même sur le chat. Donc merci de. Allez, c'est bon, ça va. Je fais un peu. Il vient d'arriver, il va pas non plus nous détrôner, non? Bah non, mais tu sais très bien pour avoir. Il devient dangereux, il devient dangereux. Ouais. Délit de faciès. Délit de faciès. Merci Seb d'avoir été été avec nous pour la page Pro D2 et puis pour ces petites avant-premières de meilleurs joueurs de Pro D2 LNH. Merci Seb. De rien, merci à vous. Allez, je vous laisse en compagnie de Patrice Canaillé pour commencer. Après, on s'en suivra Michael Guigou, donc ça dure un petit quart d'heure. Et c'est sur Radio Talk Sport. Juste après, une petite page quand même, forcément, hein, de pub, nos émissions tous les jours. Et après, on passe à la conférence de presse d'après-match Ivry-Montpellier. Allez, je vous laisse. Et puis surtout, hein, gardez la forme et à